Nous arrivons à présent à la FinTech, à laquelle nous consacrons aujourd'hui tout un chapitre. Nous assistons, comme vous le savez, à une évolution extraordinaire dans ce domaine. Alors, comment peut-on s'inspirer de certains modèles à l'international? Comment peut-on tout simplement les appliquer en local, en prenant en compte les spécificités de notre marché? Comment amener cette FinTech à la bancarisation de toutes les ressources hors circuit formel? Quid, bien évidemment, de l'apport des startups dans l'intégration de solutions numériques proposées aux utilisateurs? Voici nos invités pour en parler. Je vous en prie, Monsieur Mesrouden, Monsieur Soufi et Monsieur Benbouzid, veuillez vous installer. Madame Belhouchet, malheureusement, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui pour des impératifs professionnels de dernière minute. Idem pour Monsieur Hassan Khelifati, mais normalement, il pourrait nous rejoindre dans un petit instant. Veuillez vous installer, monsieur. Merci beaucoup. Alors, Hakim Soufi Seyoud m'a servi, Digital Addict, on saura pourquoi à chaque fois vous vous présentez de cette manière. Bien sûr, Medjid Mesraouden est directeur général de GIE Monétique et Reda Benbouzid Seyoud de Bain Texevi. Merci encore une fois, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes ravis en tous les cas que le CTO Forum, bien sûr, de la présence des acteurs avec un espace e-banking et un espace insurtech qui y sont consacrés. Première question, comment finalement se porte la FinTech en Algérie? Monsieur Mesrouden, je pense que je vais vous donner naturellement la parole en premier. Merci. Ça marche, non? Bon, comment ça se porte les FinTech en Algérie? Bon, déjà, il n'y en a pas assez, dans des pays développés. Le domaine des FinTech, c'est eux qui un peu portent le système financier vers le haut, dans le sens où les FinTech s'adaptent aux besoins du marché des clients et utilisent la technologie pour pouvoir, je dirais, mettre en place des produits qui s'adaptent à la population ou aux ménages. Je dirais, les FinTech, timidement, essayent de faire du mieux par rapport à la réglementation, parce qu'il faut dire aussi développer des choses, certes, mais il y a la réglementation toujours de l'autre côté, il faudra respecter. Et à partir de là, on a vu la nécessité de faire un peu évoluer la réglementation pour permettre d'aller vers, je dirais, des domaines beaucoup plus dans la finance et la technologie et permettre, je dirais, à des FinTech de se développer. Il y a beaucoup qui essaient, des startups qui essayent de développer dans le domaine des assurances ou des banques, des finances, mais il faudrait qu'il y ait cet accompagnement réglementaire dans le sens où toutes les innovations qui sont faites par les startups, pour qu'elles deviennent demain des FinTech, il faudrait quand même qu'il y ait déjà une appropriation par, je dirais, l'écosystème, les banques, les clients, et d'avoir à développer des produits que les clients vont adopter. Très bien. Hakim Soufi. D'abord, merci beaucoup, merci mille fois pour cette invitation. Ce sont des espaces de dialogue, de concertation, de débat qui vont nous permettre d'envoyer quelques messages et de faire un point de situation en Algérie, notamment dans notre pays. Donc, la question que vous nous posez, cher monsieur, c'est quelle est la situation de la FinTech? Je vais vous poser de quelle FinTech on parle. De quelle FinTech parle-t-on? Parce qu'aujourd'hui, reprenons tout depuis le début. Qu'est-ce qu'une FinTech? Il y en a trois. C'est des éditeurs de logiciels, c'est des sociétés type néobanque ou des sociétés type InsurTech. Maintenant, moi, je vous repose la question. Quel est le statut juridique de la FinTech en Algérie? Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y en a pas. Donc, parler d'état de la FinTech, c'est de ne parler factuellement de rien du tout. On essaye d'exister. Il y a des éditeurs de logiciels tels que Bain qui sont là, qui travaillent avec les banques, qui travaillent avec
toutes celles qui souhaitent dématérialiser les paiements. Vous avez dans l'assistance des sociétés qui sont spécialisées, des sociétés algériennes, spécialisées dans le domaine de l'assurance, qui font des ERP, qui les proposent, mais qui trouvent des difficultés énormes d'imposer leur engineering au sein des compagnies publiques, privées, enfin dans l'écosystème algérien. Maintenant, partant de ce postulat, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on n'a pas d'existence juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le législateur, c'est pas de sa faute, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est de sa faute, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, un, il y a un manque de communication, et deux, il y a un manque de vision. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Vous me dites la FinTech. La FinTech, moi je vais vous dire aujourd'hui que la FinTech dans les pays européens, ce sont des centaines de milliards de dollars levés. Vous allez en France juste à côté, on a le Next 20, le Next 40, qui reprend toutes les licornes. Je vous donne un exemple, Shift Technology, qui est un éditeur de logiciels de lutte contre la fraude, qui est une véritable, quasiment une insurtech, qui vient de lever 220 millions de dollars. Donc vous voyez les points de croissance qu'on peut gagner au niveau du pays. Mais aujourd'hui, quel est le statut juridique de la FinTech? Elle n'existe pas. Pour vous, le problème, il est dans le statut juridique, à l'heure où nous parlons. Le problème aujourd'hui, c'est dans la considération qu'on doit donner à des startups qui veulent agir sur le marché. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, si on n'a pas la capacité d'avoir des sociétés avec un agrément sur des activités réglementées, comment voulez-vous augmenter la bancarisation? Comment voulez-vous augmenter le réflexe de l'utilisation de la carte, de l'utilisation du paiement dématérialisé, etc. Donc, et comment surtout avoir l'exemplarité? L'exemplarité. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans, 25 ans qui ouvre sa start-up, il se dit, ben tiens, celui-là qui a une insurtech, ou celui-là qui a une néobanque, ou celui-là qui a lancé l'édition de logiciels dédiés à tel ou tel secteur, il avait 20 ans quand il a commencé, et ben à 30 ans, aujourd'hui, il est à la tête d'un conglomérat de 220 millions de dollars. D'accord. Alors, c'est difficile de vous poser la question en premier parce que vous allez aborder toutes les thématiques dans votre première intervention et vous ne laissez plus rien. On pourra toujours débattre de tout avec vous. Allez-y. Reda. Bon, merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir. J'apprécie vraiment ces moments-là où on peut justement débattre, échanger. C'est très difficile de passer après M. Msouden et Hakim Soufi, puisqu'ils ont déjà dit en fait une bonne partie, on va dire, des choses où nous sommes plutôt d'accord. Moi, je ne vais pas aller sur la réglementation. Hakim, tu as présenté la FinTech en donnant 3 types de FinTech. Moi, j'aimerais aller juste avant pour rappeler que la FinTech, c'est une société qui œuvre dans la finance et dans la technologie. Et je pense qu'au-delà des aspects fondamentaux et totalement vrais, qui portent sur la réglementation qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans ce domaine-là, moi j'aimerais porter juste une idée concernant ces fintechs-là. Il n'y en a pas assez, ça c'est clair, honnêtement. On aimerait en voir plus de fintech, plus de startups qui portent ces valeurs-là, qui portent cet ADN de la fintech qui est orienté utilisateur, donc qui est orienté expérience client. Et la problématique vient pour moi en tout cas, dans cette définition. Finance et technologie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup celles qui existent en tout cas, fintech, start-up, ont la techno. Pas encore celle qu'il faut, on n'utilise pas assez la techno, mais elle est là. Par contre, le métier bancaire, le métier finance, y est beaucoup moins. Il est essentiel. Essentiel dans le sens où on voit beaucoup de fintech ailleurs, où les fondateurs, ou en tout cas une bonne partie des ressources humaines, des collaborateurs, des fondateurs sont des gens de la banque, des gens qui connaissent le métier de la banque, ou de la finance de manière globale, et qui sont capables tout simplement de réinventer des expériences clients. Et c'est ça la force de la fintech, c'est de dire, avant je faisais une opération de telle manière, la fintech va réfléchir utilisateur final et se dire comment je peux faire pour lui présenter, pour lui mettre à disposition des expériences clients sans couture et qui vont aider cet utilisateur à adhérer. Donc voilà, pour récapituler, il y a eu les problèmes, les questions réglementaires, mais il y a aussi les questions des compétences, du coaching, de l'accompagnement de ces fintechs
pour qu'elles puissent naître et mettre sur le marché leurs produits. Très bien. Alors, bien sûr, le débat est ouvert avec le QR code qui est juste derrière. Vous n'avez qu'à le scanner pour pouvoir poser vos questions via notre plateforme, rubrique Q&A, et on se fera plaisir en tous les cas de les répercuter à notre panel. Aidez-nous à mieux comprendre cette fintech finalement. Est-ce que c'est les banques et assurances classiques qui existent sur le marché qui doivent plutôt montrer cet engouement et drainer vers le haut tous les acteurs? C'est plutôt des nouvelles startups qui viennent dans le marché pour créer de la fintech, aussi bien pour les banques que pour les assurances. Comment ça doit se passer cet écosystème? Les classiques, les nouvelles, le mix des deux? En fait, si vous permettez, en général, ce qui s'est développé comme fintech dans le monde, elle démarre par des startups. Des startups qui introduisent tout ce qui est innovation et technologie dans le domaine des finances et des assurances. Ensuite, le mode réglementaire de l'évolution de la fintech, elle peut s'associer avec une banque par exemple, ou bien carrément c'est la fintech qui propose des produits financiers dans certains pays où le régulateur a autorisé des fintech pour mettre par exemple en relation sur des prêts entre particuliers, des choses comme ça. Nous avons vu aux États-Unis par exemple, il y a des plateformes de prêts de particulier à particulier. Ça veut dire que le régulateur, à un moment donné, compte tenu de l'évolution technologique, permettra peut-être d'aller, pas uniquement dans le domaine des banques, quand je parle des finances bancaires, mais elle permettra aux fintech de proposer ces produits. Pourquoi? Parce qu'en général, les fintech, c'est en utilisant tout ce qui est données, tout ce qui est cloud, tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est, je dirais, technologie peut permettre de voir quel est le besoin réellement du client. Parce que c'est le marché qui fait évoluer les choses. Si on a des clients, des particuliers qui demandent tel ou tel produit, cela, la fintech va mettre en œuvre, à travers la technologie et l'analyse des données, va mettre en place des produits qui sont conformes à la réglementation. On a vu par exemple des robots qui interviennent, qui répondent sur des sollicitations des clients au niveau des banques. On a vu le parcours client. Mais ce qui manque, je dirais peut-être chez nous en Algérie, c'est qu'il n'y a pas assez d'études du marché. L'étude des enquêtes, comment va se comporter le marché, qu'est-ce que la population veut dans le domaine des finances. Est-ce que c'est des crédits aux particuliers, de l'épargne, du crédit immobilier, du crédit confort? Il y a panoplie de produits financiers, de l'assurance, quel type d'assurance? Tout ça, on ne peut le savoir, ne connaître qu'à travers des études, et des études périodiques en permanence. Dans tous les pays du monde, on voit beaucoup d'enquêtes qui se font. Est-ce qu'on peut parler d'une souplesse aujourd'hui, surtout chez les banques publiques, les assurances publiques qui, jadis malheureusement, montraient cette bureaucratie, cette lourdeur, Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, elles s'adaptent et on montre réellement qu'il y a une volonté de changer? Oui. Si vous permettez. Allez-y. C'est vrai, on a vu l'association des banques avec quelques sociétés, type par exemple Bein. On a vu que des banques proposent des produits qui sont, je dirais, des produits innovants qui permettaient de faciliter la vie aux clients. Mais il reste quand même le cadre réglementaire. Je bondis un peu ce qu'a dit M. Hakim Soufi. Dans le sens, on voit maintenant dans notre pays, il y a des perspectives d'ouverture. La loi sur la monnaie et crédit qui est en train d'être promulguée au niveau Parlement, ça va permettre de faire encore des ouvertures pour les startups, pour être dans des acteurs importants dans les finances, les paiements, en tant que PSP, ou même des néobanques. Et pourquoi pas demain, sur la loi des assurances, qui va être révisée, d'introduire tout ce qui est insurtech. Voilà, c'est-à-dire que les choses évoluent et il nous reste quand même de savoir qu'est-ce qui va marcher comme produit financier ou bancaire ou assurance en Algérie et permettre à ces fintech de proposer à travers l'intégration de la technologie, de l'innovation dans leur système. D'accord. C'est la disruption. En fait, je pense que la fintech, de manière globale, apporte une réflexion où la disruption de tout comment dirais-je, toute une expérience client qui est pourtant connue. Par exemple, quand je parle d'expérience client, je reste dans le domaine bancaire, vous avez de l'ouverture du compte, vous allez ouvrir un compte, puis vous allez adosser à ce compte des moyens de paiement, vous allez demander des cartes, vous allez demander tout type de moyens de paiement, et ensuite vous allez faire vivre votre compte.
La fintech, elle vient d'abord avec une réflexion de disruption. Comment je peux disrupter tout cela? C'est-à-dire proposer les mêmes valeurs, mais les proposer autrement. Et je vais réfléchir non pas aux produits que je dois mettre, je vais réfléchir aux produits dont le client a besoin, le client final, l'utilisateur, de quoi il a besoin. Permettez-moi de donner juste un exemple sur le paiement. En tout cas, notre réflexion, qui était partie essentiellement, puisque nous travaillons avec l'ensemble des banques et qui nous font confiance, d'ailleurs c'est grâce à elles que nous sommes aujourd'hui, alhamdoulilah, Bain, un partenaire technologique, que j'appellerais aussi FinTech, on a mis en place des produits en collaboration avec les banques. Donc c'est vraiment ce modèle-là qui est intéressant, qu'on voit aussi par ailleurs, c'est la collaboration entre la force et la puissance et la connaissance du client que porte la banque, et la technologie et la disruption que pourrait ramener une fintech, pour dresser une offre à un client final, pour l'analyser, comprendre son besoin. Et on ne parle pas de nombre de clients, on parle de nombre de clients actifs quand on parle de fintech. Qui utilise réellement? Et si je dis qu'ils n'utilisent pas, pourquoi ils n'utilisent pas? Donc je disais, dans l'exemple, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le paiement. Ça, depuis 2016, on travaille sur le paiement, qui est une nouvelle activité pour nous. Et en tant que fintech, notre réflexion... Hassan Khalifati, bonjour. Marhaba. Marhaba. Et donc, notre réflexion, et je vais faire très court, Ahmed, c'est que le client algérien, l'utilisateur algérien qui est un citoyen du monde, n'a pas forcément besoin de payer avec un mobile, en fait. Payer avec du cash aujourd'hui, lui, ça lui va. Ce dont il a besoin réellement, c'est pas de payer, mais d'acheter. C'est différent. Quand vous voyez les choses de cette manière-là, il n'a pas besoin de payer, il veut accéder à des choses, il veut pouvoir accéder à des plateformes, des choses où pour lesquelles il ne peut pas utiliser son espèce pour acquérir, pour avoir cette valeur que lui propose. Je pense à des plateformes de contenu, par exemple, je ne vais pas citer des marques, mais à des plateformes de formation en ligne. Tout cela, vous devez lui proposer des moyens, que ces moyens soient traditionnels, de type carte, etc., ou des moyens un peu plus révolutionnaires aujourd'hui, puisqu'on parle de la 4e génération de paiement, qui est le paiement transparent, le paiement invisible. Vous ne vous rendez pas compte que vous venez de payer. Par contre, vous êtes certain que vous venez d'acheter un bien ou un service. D'accord. Hakim Soufi, rapidement, comme ça on donnera la parole à notre ami Hassan. On va être très clair. Premièrement, une start-up est une société qui arrive sur le marché et qui répond à des besoins qui n'existaient même pas. Donc on crée le besoin et on y met de la facilité, de la simplicité. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, hein? La deuxième étape, ce sont les banques et les compagnies d'assurance qui ont vu à un moment donné que ces startups-là, ces nouvelles sociétés, étaient en train de menacer leur modèle économique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça la deuxième étape. Ils sont allés entrer dans le capital de ces startups. D'accord? Et ces startups-là les ont aidés. C'est l'exemple de Société Générale avec Shine, avec Moonshot. Ce sont des insurtech qui gèrent la partie bancaire, par exemple, et qui gèrent la partie assurance aussi, cyberharcèlement, etc. Bref. Donc, la deuxième étape, c'est ça. C'est que les entreprises dites classiques, traditionnelles, vont entrer dans le capital de ces sociétés-là, elles vont les faire monter en puissance, et elles vont les aider en interne. En interne, il y a deux façons de voir les choses. En interne, elles les aident à se moderniser et à faire exceller le customer journey, le voyage du client au sein de la banque ou de la compagnie d'assurance. Et en même temps, elles leur permettent d'évoluer en tant que société à proprement parler. La troisième étape, et c'est ça le plus important, c'est qu'à un moment donné, vous voyez ce qui est en train de se passer dans le monde avec les GAFAM et les BATX. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Ils sont en train de décloisonner leurs activités pour devenir des banquiers, pour devenir des assureurs, pour devenir des éditeurs. Un exemple tout simple. Apple, la semaine dernière, a lancé sa carte qui permet de générer de l'épargne, de capter de l'épargne. En 4 jours, elle a fait $1 milliard de dépôts. $1 milliard, une seule société. Apple, aujourd'hui, est une banque. Apple, aujourd'hui, est un assisteur. Mais nous, on est en train de regarder les choses, les institutions financières, tu sais, elles sont en train de regarder, elles sont en train de se dire, mais elles ne sont même pas sur la défensive, elles sont spectatrices de ce genre d'événements. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permettrait à nous de lancer ce genre d'activité? C'est la réglementation. Aujourd'hui, nous, en tant que compagnie d'assurance, parce que je reviens à l'Algérie, en tant que compagnie d'assurance, on n'a pas le droit de vendre autre chose que de l'assurance dans les agences ou sur le site ou ailleurs. Donc,
on se retrouve frustré en regardant des choses arriver dans le monde et aller très loin, et on risque un décrochage technologique dans les 2 à 5 ans à venir. Dernière chose, la troisième étape, et c'est la plus importante, c'est que nous ne sommes plus une société d'assurance qui vend des produits d'assurance. Nous allons nous transformer au fur et à mesure, nous transformer en une société technologique qui vend des produits d'assurance. Voilà l'évolution. Start-up, entrer en capital par les compagnies traditionnelles pour pouvoir avancer, pour se faire avancer elles-mêmes, pour avancer dans la technologie et dans le marketing et l'expérience client. Et la troisième, c'est se transformer en géant du numérique. C'est ça. Quand on comprend ça, si on ne connaît pas notre passé, si on ne sait pas ce qu'on doit construire, on ne saura pas où on ira. Et on n'aura pas de vision. Et si on n'a pas une vision claire, on n'a pas de stratégie et on n'a pas les moyens qu'on met en place. Voilà la situation extrêmement, de manière très graphique, très claire, de ce que c'était, de ce que ça doit devenir. Très bien. Alors, Hassan Khelifati, merci encore une fois d'être là, malgré votre agenda chargé. On a fait un petit état des lieux et on se posait la question, et je vous donne la parole là-dessus. Aujourd'hui, cette fintech, elle doit être l'apanage des banques assurances classiques qui sont des assureurs sur le marché, ou plutôt des startups qui gravitent autour. Je sais qu'il y en a. Comment voyez-vous ce mix? Comment voyez-vous le rôle, la collaboration des uns et des autres? Merci beaucoup. Je m'excuse pour ce retard. On a été retenu par une réunion importante. Effectivement, aujourd'hui, la frontière entre les entreprises classiques, c'est-à-dire banques ou assurances, et les startups dans le monde de la fintech, maintenant on parle aussi de l'insurtech, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution normale des compagnies, des professionnels de la finance, aujourd'hui c'est une évolution qui va directement en adéquation avec ce qui se passe dans le monde. Hakim, il vient de dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent sur le marché, et celui qui ne fait pas le saut pour, c'est-à-dire le saut de réflexion, il risque d'être dépassé. Aujourd'hui, les fintech ou les insurtech ou les startups qui font partie de ce nouveau paysage, c'est eux qui vont donner la sève ou le cœur de ce qui va être demain. Aujourd'hui, les entreprises d'assurance ou de banque ou les entreprises financières ne peuvent pas aujourd'hui passer de l'état classique à accompagner ou à être au diapason de ce qui se passe si elles ne s'appuient pas sur ces startups ou ces entreprises, parce qu'il faut de l'agilité. Et à ce niveau, à mon avis, il y a deux façons de faire, et Hakim vient de le dire. Soit que des entreprises aujourd'hui qui deviennent eux-mêmes des incubateurs ou deviennent eux-mêmes investisseurs dans ces sociétés parce qu'elles leur rendent un service énorme, parce qu'elles leur font gagner du temps et de l'espace, parce qu'aujourd'hui, la compagnie classique, l'assurance classique, c'est-à-dire le banque classique avec une agence, avec des employés, ça devient de plus en plus dépassé. Nous parlons aujourd'hui de l'agence virtuelle, de l'intelligence artificielle, et on va parler peut-être on commence les tests ailleurs, où même l'opérateur il sera virtuel, ça sera de l'intelligence artificielle avec une capacité d'analyse et d'absorption qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, si on regarde par exemple certains officiels, ils disent oui, on a créé 58 wilayas, par exemple 10 wilayas dans le sud, il faut créer des agences d'assurance, des agences bancaires. Je pense qu'à l'état actuel des choses, peut-être il ne serait plus utile de créer des agences physiques. Ouais. C'est-à-dire les gens peuvent être à Illizi ou dans les nouvelles wilayas et faire de l'assurance ou faire des opérations bancaires avec c'est-à-dire des applications, des robots et tout ça. Donc aujourd'hui, l'état actuel de la fintech en Algérie, et je pense, et la surtech, c'est au début. Il y a des compagnies qui commencent à
à intégrer ça et à faire évoluer. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans le monde, tout le monde connaît que le plus grand hôtelier du monde n'a pas un seul lit, ou le plus grand transporteur du monde, Uber, il n'a pas un seul taxi en propriété, ou d'autres exemples, Amazon, Alibaba. C'est des modèles très inspirants. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça maintenant, ils sont en train d'aller plus loin, ils sont en train d'aller vers l'assurance. Aujourd'hui, comme le disait Hakim, Apple, Amazon, ils commencent à s'intéresser au secteur des assurances, le secteur bancaire, les transactions financières. D'accord. Voilà. Hakim, rapidement, parce qu'il y a des questions que je dois vous poser. Oui, mais c'est tellement passionnant. Celle du public. C'est tellement passionnant qu'il faut absolument transmettre un message. Je vais vous donner un exemple. D'abord, M. Khlifati nous a fait l'honneur et le privilège d'être là, présent. Je voudrais saisir cette occasion pour le féliciter pour le travail qu'il a fait entre sa compagnie d'assurance et le partenariat qu'il a fait entre sa compagnie d'assurance et une start-up qui s'appelle Piesa. Et qui a permis à une start-up, un, d'émerger en termes de communication, et deux, parce qu'attention, il faut voir la stratégie, c'est que M. Khlifati a mis en place la première brique qui permettra aux individus, aux particuliers qui ont des véhicules, en cas de sinistre, de pouvoir directement avoir leurs pièces détachées sans avoir à aller chercher partout ailleurs. Donc déjà, félicitations. Mais il y a d'autres réussites. Il y a d'autres réussites qui ont été faites. Je vais vous donner un exemple, et je me permets, c'est très important, il faut citer les sociétés. Vous avez des sociétés pour que tout le monde soit au courant. Vous avez des sociétés qui s'appellent par exemple Belling Solutions. Belling Solutions, il est dans le public aujourd'hui. C'est un intégrateur d'ERP dédié spécialement aux assurances. Aujourd'hui, on lui fait confiance. Nous-mêmes, on lui fait confiance. Monsieur Khlifati lui fait confiance. D'autres sociétés lui font confiance. Mais les vrais gros porteurs d'investissement et qui ont vraiment besoin d'un ERP efficace ne lui font pas confiance, dans le sens où ils se disent « Oh, c'est un rôle qui a été dévolu à l'époque avec des Tunisiens, des Français, des Libanais et autres. » Mais aujourd'hui, vous avez un opérateur local. Il n'arrive pas à rentrer sur les marchés publics. Je pose la question, pourquoi ? Pourquoi ? Alors que c'est aujourd'hui, c'est lui qui paye des impôts, c'est lui qui réinvestit, c'est lui qui recrute des gens. Et c'est aujourd'hui lui que les pouvoirs publics doivent prendre directement et leur dire vous allez travailler avec lui. Pourquoi ? Pas parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil. Non, parce qu'il a fait ses preuves dans d'autres compagnies d'assurance et on est là pour lui prouver. Moi, je lui signe des deux mains. Autre exemple. Je vous donne un exemple d'une start-up algérienne que j'aime beaucoup. Fatoura. Fatoura aujourd'hui, c'est une jeune fille. Qui a beaucoup de courage, qui a lancé sa start-up qui fait dans les factures dématérialisées en mode SaaS. Et bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Elle a la capacité aujourd'hui, elle a fait une deuxième version où elle a la capacité de gérer toutes les déclarations CNAS. Problème, c'est que quand elle va vers la CNAS et qu'elle leur dit « Écoutez, j'ai mon système, je veux juste connecter les systèmes que je mets au niveau des compagnies d'assurance, des banques, de toutes les sociétés, petites, grandes, etc. Je veux connecter l'API à celle de la CNAS pour qu'il y ait une déclaration automatique. » On lui dit non. Pourquoi ? Je pose la question, pourquoi ? Pourquoi je suis aussi passionné par cette histoire ? Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé, je vais vous le dire clairement, on est arrivé au bout de ce que humainement et réglementairement nous pouvons faire pour faire ce saut technologique. Je vous ai dit au début qu'on avait un risque de décrochage technologique. Je vous le dis, je vais vous donner un exemple, je vais vous le prouver, qui est bête. Je suis désolé, mais il est assez représentatif. Est-ce que vous savez que 80% des véhicules importés aujourd'hui en Algérie ont un risque de panne sur les 2 ans à venir ? Pourquoi ? Les véhicules diesel aujourd'hui ont tous un filtre à cause de l'AdBlue, etc. Ils sont sur mode Euro 6. Nous, on est en mode Euro 3. Une qualité du gasoil. Du gasoil. On est en mode Euro 3. Il y a un petit, vous savez, le cauchemar de tous les conducteurs, quand on voit le signal du moteur, du check, eh bien, c'est parce que le filtre est en train de filtrer, donc en train de se boucher. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on risque, dans les quelques années à venir, il faut le prévoir et on a un devoir de vérité, on doit se dire la vérité. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester dans une position statique pour dire... attendre. Pardon ? À attendre. À attendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de souveraineté. On parle de souveraineté des données, il y a eu la loi sur la protection des données. Elle est applicable, évidemment. On n'a pas de data center, on en a 1, 2. Ce n'est pas suffisant. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le monde est en train de se transformer
Et ils sont allés beaucoup plus loin. On est dans l'intelligence artificielle, et au-delà de l'intelligence artificielle, on va vers l'ordinateur quantique. Mesdames et messieurs, si nous ne faisons pas, et je suis pour, qu'il y ait une sacralisation de la relation entre le législateur et les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. On a eu, alhamdoulilah, grâce à Dieu, on a eu une loi qui a été lancée, qui permet aux universités de lancer des entreprises au sein même de l'université, avec le service recherche-développement, etc. C'est des choses sur lesquelles il faut aller. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous devez avoir des exemples qui réussissent dans ce pays. Et il y en a. Le problème, c'est que la commande publique ne suit pas. On n'a pas besoin d'argent. Je le répète, ce n'est pas la commande publique qui m'intéresse. Confiance. Voilà, on a besoin de confiance et de stabilité des textes. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, on prend une start-up, on la prend carrément, parce que c'est du marketing aussi, pays, au niveau pays. Oh, est-ce que vous vous rendez compte? Je vais vous poser la question. Honnêtement, en toute honnêteté, je vais vous poser la question. Est-ce qu'on a une licorne aujourd'hui qui a été connue, lancée, dont on a le marketing, à part Yassir, qui a fait 150 millions de dollars de levée de fonds au Delaware, qui est une société algérienne que je félicite d'ailleurs, mais qui a fait 150 millions de dollars. Aujourd'hui, je connais dans cette salle plein de start-up qui sont capables de faire au moins 1 million, 2 millions, 5 millions d'euros. C'est un début. 1 million d'euros de levée de fonds. Qu'on leur fasse confiance et qu'on les laisse travailler. Parce que la commande publique, ce n'est pas l'argent, je vous le répète, qui m'intéresse, c'est le projet. Plus le projet est grand, plus le chiffre d'affaires est grand, plus l'impact est grand, et plus les sociétés seront respectées, connues et appelées à l'international, puisqu'on veut aller sur l'Afrique. Très bien. Messieurs, peut-être une réaction rapide. C'est vrai que c'est une boule d'énergie, Hakim Soufi, et à chaque fois, j'ai du plaisir à l'inviter. Vous êtes gentil. Bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as bien dit, Hakim et Sid Ahmed, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de l'argent, nos startups, elles ont besoin de confiance et d'être mises en confiance et qu'on leur fasse confiance. Aujourd'hui, si je parle, il a cité l'exemple B-Link, qui est très important. Faire un ERP d'une compagnie d'assurance, c'est pas... Nous avons invité B-Link malheureusement à cette table ronde, mais le responsable n'est... Non, mais il a bien fait. Il n'a pas pu être disponible, le directeur il général. Il n'y a pas mieux que ses clients pour parler de lui. Non, au-delà de ça, non, ce que je veux dire, c'est que c'est un système... Aujourd'hui, nous avions sur la table... des systèmes internationaux de plusieurs pays, moyen-orientaux, africains, européens et tout ça. Mais nous avions décidé de leur faire confiance et de les intégrer, ils étaient avec nous. Et je vous dis que nous n'avons jamais été déçus, parce qu'en termes technologiques, c'était un défi. Avoir... plus de 1200 à 1300 personnes connectées en même temps et 300 ou 400 agences, 500 ou 600 partenaires connectés en même temps, c'est-à-dire on part de 3000, 4000 connexions simultanées. Et les choses se passent bien sur le plan, c'est-à-dire résultats ou bien les chiffres, il n'y a aucun problème. C'est digne des meilleurs ERP internationaux. Donc, Hakim, tu as parlé de PSA. Il y a d'autres partenaires et d'autres choses qu'on est en train d'intégrer pour leur faire confiance et de les. Ce que je veux dire, c'est que nous, je parle du privé peut-être. Nous essayons de les aider du mieux, mais aussi, bien sûr, il y a les politiques publiques, il y a tout un ministère qui a fait beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire sur le plan réglementaire, parce que c'est là où ça bloque et aussi de la culture. Parce que souvent, le problème, on ramène ça sur une vision sécuritaire ou de confidentialité. Mais des fois, l'approche sécuritaire et l'approche un peu de confidentialité bloquent et sur le plan conceptuel
et réflexion, l'évolution des mentalités. Très bien. Alors, il y a des questions pratiques dans la salle que je vous répercute, messieurs, si on peut y répondre rapidement afin de prendre le maximum en tous les cas. Alors, pourquoi les assureurs ne se lancent pas dans le digital, plutôt, pourquoi les assureurs qui se lancent dans le digital ne forment pas leurs collaborateurs sur les nouveaux métiers? Pourquoi ils ne sont pas formés sur le design thinking? Design thinking. Tout simplement parce qu'à la base, tout simplement parce qu'à la base, c'est une très bonne question. Hein. Tout simplement à la base parce que aujourd'hui, d'abord, c'est pas notre métier et c'est pas à nous de le faire. Si on les recrute pour justement que eux nous amènent la réflexion, pour qu'eux nous amènent leur c'est-à-dire leur savoir-faire. Leur savoir-faire. Je vais vous dire, bon allez, je vais résumer. Une phrase, Steve Jobs. Qu'est-ce qu'il disait? Steve Jobs disait... Il a dit tellement de belles choses. Ouais, non, mais bon, c'est exemplaire. Il disait, vous recrutez pas des gens pour leur dire ce que vous devez faire, ce qu'ils doivent faire, mais pour que eux vous disent comment on va le faire. Toute la beauté dans le management, c'est d'arriver au moment où vous avez tellement confiance dans votre équipe que c'est votre équipe qui devient le PDG. Qui draine. Et c'est fabuleux. Oui, Hassan. Vous savez, des fois, peut-être le rôle d'un assureur ou celui qui est dans le front ou celui qui est derrière dans un back-office n'est pas de développer des solutions. Lui, il est là pour les utiliser, pour interpréter, de prendre des décisions. Je pense c'est vrai, notre rôle, c'est de former notre personnel à mieux utiliser ces outils technologiques et à rendre toute intervention efficace, et derrière aussi de faire les évaluations nécessaires pour intervenir ou corriger tout blocage ou tout point tout nœud de blocage. Voilà. D'accord. Juste pour dire que la question est très intéressante, bien que je ne sois pas dans le domaine des assurances, donc je ne parlerai pas métier. Mais par contre, le design thinking, c'est une méthodologie qui est très performante, qui permet de vraiment bien comprendre le besoin réel, effectif de l'utilisateur, donc de l'assuré. Et je pense que la question qui a été posée, c'est un peu pour dire, c'est comme ça que je la comprends en tout cas, c'est pour mettre en exergue peut-être parfois l'inadéquation entre une offre et une demande. Que cela soit pour les assurances ou pour les fintech ou les banques, c'est qu'un utilisateur n'a pas forcément besoin de plusieurs services, notamment quand il s'agit de services digitaux, mais il a besoin qu'on le comprenne et qu'on sache finalement que ses besoins sont simples. Dans les assurances, ça peut être justement de pouvoir souscrire à distance et de pouvoir déclarer à distance. Tout le reste, j'en ai pas besoin. Idem pour la finance. Et c'est ça le design thinking. Ça permet de faire des ateliers pour mieux comprendre le besoin de cet utilisateur final. D'accord. Une autre question. Devant le changement de paradigme, quel avenir pour la blockchain insurance, surtout le modèle solidaire type Takaful on peer-to-peer? Alors, sur le modèle Takaful ou peer-to-peer, etc., on ne va pas en parler. Sur le modèle blockchain, on ne va pas en parler parce que d'abord c'est trop tôt et d'abord c'est vaste. Non, mais c'est vaste. Et puis, sincèrement, en tant qu'assureur, je ne vais pas commencer à me vanter, à dire ouais, je sais ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne l'ai pas utilisé. Moi, je sais ce que c'est quand j'utilise quelque chose. Sauf que quand on parle de blockchain, dans les assurances, on parle de smart contract. Smart contract, c'est simple. C'est lorsque vous mettez en place une blockchain qui est connectée, je vous donne un exemple dans l'assurance voyage, qui est connectée à Flight Radar, l'application, vous la connaissez toutes, celle qui donne les retards, les avancées, etc. Il se trouve que dans l'assurance... Surtout chez nous. Ouais. Quoique, ils se sont beaucoup améliorés. Hein. Exact. Non, je fais de la pub, c'est pas un partenariat rémunéré. Bon, et donc il s'avère que sur l'assurance voyage, une des garanties, c'est le retard d'avion, le retard d'horaire. La blockchain, elle permet que lorsque quelqu'un souscrit chez vous, la blockchain détecte que le monsieur a un vol à tel jour, telle heure, à tel endroit, et il va se connecter donc à Flight Radar qui va lui dire, voilà, tel appareil de tel client qui est chez vous va arriver en retard de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, on paye les 200 €. Qu'est-ce que ça donne ? 200 €, 20 000 dinars, 40 000 dinars. Qu'est-ce que ça donne? Ça envoie une notification immédiate au niveau de la direction financière, mais de manière automatique, qui, elle, envoie l'argent, le sinistre, paye le sinistre, parce que ce n'est pas besoin d'expertiser tout ça, puisque c'est déjà fait.
qui, elle, automatiquement envoie les sous sur le RIB préalablement rempli dans le contrat au client. Et la blockchain, c'est quoi? Si ce n'est que de la magie pour fidéliser la clientèle. Et là, le gars vous dit, je suis dans un écosystème tellement agréable que je n'ai pas envie d'en sortir. Et c'est là où les outils nous permettent de fidéliser la clientèle. Très bien. Hassan? Juste, je rajoute un mot sur... en fait, aujourd'hui, la magie de blockchain, de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, c'est magique d'imaginer que notre environnement va évoluer assurantiel. Mais aujourd'hui, il faut revenir à la réalité. Aujourd'hui, l'état de notre secteur en Algérie, bien sûr qu'il y a des compagnies qui essayent de se digitaliser, d'avancer, mais on a besoin de plus d'une révolution réglementaire et la régulation, qu'on revient. Quel est le rôle de l'État? Est-ce que l'État doit continuer à faire de l'assurance et être lui-même acteur ou il devient régulateur? Quel est le rôle de toutes les composantes du marché et comment elles sont traitées par les régulateurs? Et est-ce qu'on a une vision pour libéraliser, de dire ok, ce marché c'est un marché concurrentiel, c'est un marché qui doit évoluer? Et aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas à ce niveau. Bien sûr qu'il y a des compagnies qui essayent d'apporter mais si vous regardez le marché, bon, la digitalisation, elle est comprise juste, c'est d'avoir un site internet, de dire... Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait cette vision au niveau politique, de dire ok, moderniser le marché, le digitaliser. Après tout le reste c'est technique. Après c'est une question d'experts et de gens qui connaissent les métiers. Moi, quand je parle de digitalisation, mais c'est pas moi qui va le faire, c'est des équipes avec des professionnels, des startups. Donc c'est eux qui doivent le faire. Nous, on donne le cap, mais le cap aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Pour être honnête, il ne faut pas qu'on va se mentir et dire ouais, on est dans le meilleur du monde. On en est encore loin aujourd'hui, mais bon, on y va doucement. Hakim, rapidement, pour reposer la dernière question. Chauffe. Aujourd'hui, pour qu'on recadre le débat clairement et de manière très sereine, il n'est pas question ici, aujourd'hui, de critiquer la loi ou le sens de la loi. Non, il faut... Non, attends. Non, je suis d'accord. Juste une minute. Non, j'exprime ce que tu es en train de dire. Oui, aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, ce que nous sommes en train de dire, c'est que... Attends, c'est qu'aujourd'hui, une minute, ce que je dis aujourd'hui, c'est que il faut constater, il faut remarquer, il faut clairement établir que les lois ne correspondent plus aux préoccupations du moment. C'est-à-dire qu'on avait des lois qui étaient bonnes peut-être à une certaine période, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et ces lois sont malheureusement bloquantes. On est en train de les transformer, mais il y a aussi le facteur temps. Le facteur temps. Les gens sont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en avance sur nous et nous devons aller pour ne pas arriver à un décrochage technologique. D'accord. Dernière question. On voit beaucoup de solutions de paiement sur le marché type Beridimob ou WimPay, mais malheureusement, chaque solution ne peut être utilisée qu'avec un seul opérateur, en parenthèse banque. Pourquoi ne pas avoir cet échange entre différents opérateurs du marché? Oui. Majid Messaouden. Je peux répondre. Alors, effectivement, dans le système de paiement, le schéma de paiement électronique en Algérie, notamment pour ce qui concerne le mobile, nous avons plusieurs solutions par, je dirais, banque ou Algérie Post. C'est-à-dire que Algérie Post a sa propre solution, certaines banques ont leur propre solution, mais il n'y a pas cette interbancarité ou interopérabilité pour le moment entre ces solutions. C'est-à-dire qu'au niveau d'Algérie Post, si vous avez le Beridimob, vous ne pouvez pas payer chez un commerçant qui est domicilié dans une banque BNA ou BEA ou CPA ou Natixis ou autre. Et vice-versa, vous avez des banques qui ont des solutions mobiles de paiement assez développées, mais qui n'acceptent que de payer qu'auprès des commerçants qui sont domiciliés dans la même banque. Le travail qui est en train de se faire, c'est bien sûr de faire un switch national. Il est en train de se mettre en place.
nous avons des échéances fin d'année pour mettre en place ce switch national qui va permettre cette interopérabilité dans les paiements. Celui qui a Beridimob peut payer auprès d'un commerçant qui est domicilié dans une autre banque et à l'inverse aussi. Ça va permettre un peu de booster les paiements parce qu'il y a une forte utilisation du mobile dans les paiements en Algérie. Ça va permettre déjà au switch, je dirais, de switcher ou de faire basculer les opérations d'un opérateur ou d'une banque à Algérie Post. Et ça va permettre de développer beaucoup plus les paiements. C'est un switch qui est en train de se faire. Nous avons, nous, au niveau de GIE, mis en place toutes les spécifications. Ça sera normalisé. Le plus important, pour avoir une interopérabilité, il faut qu'on travaille sur des normes. Si vous payez par un QR code, ce sera le même QR code, que ce soit Algérie Post ou banque ou autre. C'est-à-dire que le client ne saura pas qui derrière, quelle est la banque ou la poste ou qui derrière ce commerçant, ou bien le porteur, la même chose. L'essentiel d'avoir un QR code normalisé. À travers ce QR code, vous pouvez lancer le paiement ici. D'accord. Reda Ben Bouzid. Oui, non, je voulais donc, en effet, il y a actuellement donc un projet qui, comme l'a dit M. Souadan, c'est la mise en place d'un switch national par une entité nationale, donc quelque chose qui soit souverain justement. Et c'est en cours, et très honnêtement, on espère vraiment que ce projet puisse aboutir avant la fin de l'année, en tout cas, dans le sens où là, on devient très impatient. On devient impatient parce que c'est un prérequis, c'est un indispensable pour qu'on puisse généraliser les paiements. Après, pour répondre quand même à la question était pourquoi aujourd'hui les paiements qui existent, avec les deux exemples qui ont été donnés, Beridimob ou Beridipay en fait, qui fait partie de Beridimob ou Wimpay, qui est notre solution, sont privatifs, sont intra-bancaires. J'ai envie de donner quand même une réponse qui est ne concerne pas forcément une infrastructure telle qu'un switch. C'est la méthodologie, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit qui est différent entre justement une banque, surtout une banque installée, une banque publique ou privée, mais qui sous l'égide d'un État, sous l'égide du Trésor public, et qui doit avancer sereinement et avancer surtout avec beaucoup de sécurité, et l'état d'esprit d'une fintech, Ahmed, où en fait la fintech réfléchit time to market et réfléchit MVP, c'est-à-dire je mets un produit, ce produit-là sur le marché. Il n'est pas parfait, il est peut-être encore, totalement en tout cas perfectible, mais ça va nous permettre en fait, ça va permettre à tous les acteurs de l'écosystème, banques, établissements financiers, fintech, insurtech, etc., de récolter le feedback, de savoir comment ce produit finalement se comporte, comment il a été, considéré, adopté par l'utilisateur. Et ça nous permet d'avoir un feedback très important, une démarche pragmatique qui permet tout simplement d'améliorer ce produit en attendant une réglementation, tant que bien évidemment le produit n'est pas interdit. Mais je peux très bien comprendre, et ça c'est une compétence que nous n'avons pas, très clairement, le risque systémique de mettre en place, quand on parle du paiement, il peut y avoir des risques derrière, très 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 importants. Et ça, vous avez heureusement des garde-fous, donc des institutions qui sont là pour dire tout ça. Voilà. Malheureusement, moi, on me pose la question, je dirais qu'on peut faire d'énormes choses en Algérie, extraordinaires, et ça ne va pas en tout cas au rythme qu'on aimerait. En tant que fintech, comme je l'ai dit à l'instant, on veut que ça aille vite, on veut que... Et en face, chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quel est le risque. Donc nous, on est des fous, mais heureusement qu'il y a des gens qui essaient d'équilibrer. L'idéal aurait été quand même qu'on trouve un juste milieu pour pouvoir avancer sereinement et mettre des produits interopérables sur le marché algérien. Très bien. Hassan, qu'on doit terminer. Le premier jour, il y avait le ministre de la Poste qui a fait une déclaration sur un petit peu tout l'investissement qu'a fait l'État algérien sur l'infrastructure, ce qui est très important, et sur le plan réglementaire aussi. Mais ce qu'on dit, et je rejoins le collègue, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a la loi sur la monnaie et le crédit qui est aujourd'hui en débat, qui va donner un peu plus de moyens à la Banque d'Algérie de régulation pour ouvrir, parce que pour s'ouvrir à tout ce qui est aujourd'hui nouveau. Parce que comme on l'a dit, on le répète, ce n'est pas une question technique ni matérielle, parce que je pense sur le plan technique, vision, on a les compétences dans le secteur privé ou public, on a les compétences, on sait ce qu'on doit faire.
Maintenant, c'est à la réglementation de mettre les outils de régulation et d'accompagnement et d'ouverture pour que ces opérateurs, quel que soit leur statut et ses compétences, trouvent le cadre d'évolution pour qu'elles-mêmes prennent l'initiative et d'aller introduire de nouveaux modes de paiement et de capter. Parce qu'aujourd'hui, toute la problématique aussi, c'est de faciliter aux utilisateurs leur vie, mais aussi de capter la masse qui est hors système. Aujourd'hui, tout le monde parle de 90 milliards de dollars. C'est la moitié de notre PIB qui est à l'extérieur qui peut être capté par la facilité, par des moyens de paiement, par de nouveaux moyens de paiement, et cela ne peut pas être fait tant que la gestion administrative prime. Donc il faut une nouvelle vision et une nouvelle dynamique du marché. Alors on conclut, Hakim Soufi. On conclut sur quoi? Sur le thème ou sur la question? Sur le thème et la petite question sur on a pris un peu de retard. Dommage, parce que vraiment c'est passionnant. Il y a une chose aussi, on est en train de parler de la réglementation, on est en train de parler du régulateur, mais il y a aussi une grosse responsabilité des entreprises, parce que vous pouvez avoir toutes les meilleures lois du monde. Si vous n'avez pas l'infra, si vous n'avez pas l'architecture, si vous n'avez pas mis en place les jalons qui reçoivent et qui permettent d'émettre ces données-là, ces services-là, etc., ça ne marchera pas. Je vous donne un exemple, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille, je redonne encore un nom, avec des spécialistes en la matière qui sont des consultants informatiques, algériens. Je vous donne un exemple, il est aussi dans la salle, c'est MedCS, avec qui on est en train de travailler, qui nous ont fait la charte informatique, qui nous ont monté le truc. Donc, aux entreprises aussi, de se préparer à ce changement technologique, ce changement de paradigme. C'est pas, c'est comme si vous aviez, en fait, aujourd'hui, c'est comme si on avait une voiture sans volant, parce qu'on n'a pas les lois, et sans moteur, parce qu'on n'a pas l'infra. Donc, c'est pour ça que je suis pour la sacralisation de la relation entre le législateur et les opérateurs. Vous ne pouvez pas sortir des lois pour promouvoir le digital, la numérisation en Algérie, si vous n'avez pas préalablement écouté les acteurs majeurs de ce marché-là, et il y en a. Insurtech, dernier mot, il y avait quelque chose, un message sur l'Insurtech. Moi, je profite de cette occasion et de ce privilège que vous nous faites de nous inviter et de discuter pour envoyer des messages. Aujourd'hui, les Insurtech ne peuvent pas exister si elles n'ont pas de statut juridique. On va me dire, oui, la loi sur les assurances va permettre ce genre de choses. D'accord, d'abord le temps. Et deuxièmement, les facteurs d'entrée, les conditions d'entrée. Aujourd'hui, pour ouvrir une compagnie d'assurance dommage, c'est 2 milliards de dinars. Pour ouvrir une compagnie d'assurance vie, c'est 1 milliard de dinars. Ce n'est pas sustainable, ce n'est pas un modèle économique qu'une start-up peut se permettre. Donc moi, ce que je dis, j'ai envoyé, en toute transparence, j'ai envoyé des lettres, j'ai envoyé des courriers, etc. Profitez de cette tribune voilà. pour... Il faut laisser rentrer les start-up et les Insurtech. De toutes les façons, le marché fera son nettoyage, comme à l'époque où il n'y avait que des publics, sont venus les privés. Il y a eu de toutes les façons un recadrage qui est fait par le marché. Aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est de dire entre 10 et 50 millions de dinars, vous pouvez, pour une seule garantie, vous pouvez, vous, start-up, rentrer dans le domaine des assurances. Bon, dans le domaine de la banque, ce n'est pas mon métier, donc j'en parle pas, mais ça, c'est possible de le faire. Ou au cas où, vous voulez garder les 2 milliards de dinars, il n'y a pas de problème. Laissez, à ce moment-là, la possibilité aux fondateurs et aux investisseurs de débloquer leur capital sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, ça ne passe même pas par une loi, c'est une note dans le cadre de la promotion et du soutien et de la promotion des startups. Et aujourd'hui, je termine sur ça, le président de la République lui-même est en train de tout faire, il met tout son poids sur la table pour lancer la digitalisation. Mais si vous n'avez pas les acteurs, si vous n'avez pas les gens qui ont le statut juridique pour le faire, ça ne pourra pas se faire. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne sait pas par quel bout commencer. Or, les instructions, maintenant, on va être clair. Les instructions sont claires et elles ont été données. Priorité à la digitalisation depuis hier jusqu'à dans 5 ans. Donc, pour moi, c'est impératif. On y va. De toutes les façons, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et il n'y aura pas de recul en arrière. Hassan? Non, pour les Insurtech, je pense que c'est une évolution naturelle de notre marché. Maintenant, il y a une refonte de la loi 95-07 qui est en perspective.
Et je pense qu'il y aura une agence de régulation indépendante qui sera, si le texte y sera, et c'est cette agence de régulation qui va mettre les règles pour ne pas avoir ni de dérapage, ni aussi de... c'est-à-dire il faut que ça soit encadré. Après, c'est aux acteurs de jouer leur rôle, soit de créer des nouvelles entreprises ou c'est des startups qui vont se lancer, mais ça va rentrer dans le cadre de la nouvelle loi sur les assurances et la nouvelle agence de régulation. Voilà. Merci beaucoup. Toute dernière question, Hakim Soufi, vous avez changé de coupe de cheveux. J'espère que le cap n'est pas changé par rapport à la photo qu'il y a derrière. J'ai atterri. Merci. Merci beaucoup. Merci Applaudissements pour ce formidable panel. Merci à vous. Avec toujours autant d'énergie et autant d'engagement de la part des acteurs qui sont dans la FinTech. Et je voudrais remercier aussi les gens qui sont là, qui se sont rendus disponibles pour venir voir nos modestes personnes. Merci mille fois, merci à vous. Allah yahfadkoum. Merci à vous. Tfadlou, messieurs.